Et puis, petit à petit, je me suis laissé prendre dans l'héroïne. Donc, je fumais l'héroïne, c'était très très violent. Ça me mettait dans des états incroyables. Et puis surtout, il y a tout autour de moi qui se cassait la gueule. Ma copine est partie, je ne trouvais plus de travail, j'avais plus d'argent. Et puis dans mon parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque fois, donc là j'étais dans une institution pour des personnes en situation de handicap mental, et je me suis rendu compte très très vite, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils m'ont engagé, sans diplôme, c'est que plus il y avait de crises chez les personnes, plus les crises étaient fortes, plus j'avais un espèce de pouvoir de calmer la personne et de pouvoir faire sortir la personne de la crise sans comprendre rien du tout. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Philippe, on va se concentrer un petit peu sur son parcours, il a vraiment une vraie sensibilité, vous allez voir qu'il y a eu des moments qui ont été vraiment très bas, ensuite il a réussi à puiser de la force au fond de lui pour ensuite remonter. Je pense que c'est un parcours qui est très inspirant. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne je parle d'hypersensibilité, de médiumnité et j'interviewe de temps en temps des personnes qui soit sont hypersensibles, soit ont un parcours de vie atypique, des parcours de vie qui sont intéressants et qui sont un petit peu au-delà de la norme. C'est vraiment ce qui m'intéresse parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu de mon côté. Je me suis toujours senti différent avec cette sensation de ne pas être comme tout le monde. Donc c'est vraiment dans ce sens que cette chaîne elle avance. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires un petit peu ce que vous ressentez au fur et à mesure que vous regardez ces vidéos ou que vous regardez mes vidéos personnelles. Sachez que je vous lis tous. Donc moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. C'est vraiment un plaisir chaque fois de pouvoir partager, même si c'est d'une façon indirecte, avec des gens qui me comprennent, avec des gens qui ont peut-être vécu des mêmes choses dans leur vie que ce que j'ai pu vivre sur mon parcours. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Alors, pour commencer, tu me disais que tu avais un parcours scolaire et professionnel chaotique. Tu arrives à dire ce qui était compliqué? Alors oui, dans mon parcours scolaire, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bien fonctionné. Quand j'étais à l'école, ça se passait bien. J'avais des bonnes capacités. Donc les 2 premières années, ça s'est super bien passé quand j'étais petit. J'avais une maîtresse qui était absolument extraordinaire, qui était gentille, qui était calme. Donc ça me convenait parfaitement. Et puis quand je suis sorti de ces 2 premières années, je suis arrivé vraiment dans le monde scolaire, parce que tout d'un coup, voilà, c'était plus aussi bienveillant. Et là, j'ai commencé de changer. J'ai commencé de me sentir différent, de sentir des choses. J'avais toujours l'envie de me sortir et d'être à l'extérieur des choses. Il m'arrivait, plusieurs fois ça m'arrivait, d'arriver en classe, de me poser, d'enlever mes chaussures, d'être à l'extérieur de la classe, d'attendre que tout le monde rentre dans la classe, et moi je restais là. Ouais. Et cette maîtresse toute bienveillante venait me chercher, elle me disait « Mais Philippe, pourquoi tu es là ?» Et je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi. Je ne peux pas venir maintenant. Ouais. Alors comme elle était très gentille, elle me disait « Bon, écoute, tu viendras quand tu veux. » Et au bout de 3 minutes, je me levais et j'allais et je m'installais. Mais j'avais instauré cette espèce de petit rituel comme ça avec elle. Puis bien sûr, après, au long de mon parcours, je ne pouvais pas me permettre de faire des choses comme ça. Et tu te décalais un peu déjà du monde, quelque part. Oui, c'est ce que je ressentais. Et puis, les 2 années suivantes, si tu veux, à l'époque, dans mon parcours scolaire, il y avait 4 années primaires, puis ensuite tu faisais des examens, et tu passais en secondaire ou tu restais en primaire, jusqu'à la 9e année. Ça se passait comme ça à l'époque. Et donc, la 4e année scolaire, c'est une année qui est importante. Tu vas préparer les examens, et donc moi, la première partie, les 6 premiers mois, ça s'est super bien passé. Puis ensuite, on a déménagé.
On est parti dans un autre petit village juste à côté de où on habitait à l'époque. Et puis là, c'était une catastrophe. Et j'ai commencé à l'école, ça n'allait plus. C'était très bien allé la première semaine, puis ensuite j'ai commencé de dégringoler, toutes mes notes dégringolaient, et puis j'avais besoin d'être de plus en plus seul. Même quand je jouais à l'extérieur, je ne jouais pas avec mes copains. J'avais un chien, et je passais des heures et des heures et des heures dans la forêt seul avec mon chien. Et ça me faisait un bien fou. Et je faisais ça tous les jours. Tous les jours, j'allais me balader et j'avais besoin d'avoir ce recul-là. Ouais. Donc à cet âge-là, sans comprendre pourquoi, mais ça te faisait du bien de te retrouver... Ouais. C'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi. Pourquoi j'avais eu ce comportement et pourquoi j'avais eu ce besoin de m'isoler comme ça. Et voilà, à l'époque, c'était une période difficile au niveau familial. Pour mes parents, c'était difficile. Pour moi, c'était difficile aussi. Il y avait du changement. Il se passait plein de choses à l'intérieur de la famille. Et ces choses-là, elles avaient forcément un impact sur moi. Et puis, cet impact, voilà, j'arrivais pas à gérer, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. C'était des trucs d'adultes, ce qu'il y avait autour de moi. Mais ça avait de l'impact sur moi. Et puis je comprenais pas. Et j'ai commencé d'avoir des comportements un peu particulier à ce moment-là, c'est que donc, je m'isolais beaucoup, mais j'ai aussi fait plusieurs fugues. J'ai fait 2 fugues, dont une à la veille de mon anniversaire. Et une semaine avant de faire ces fameux examens, donc il y avait une espèce de mélange comme ça. Et puis ça, c'était dur. Et j'avais aucune raison, il me semblait, de faire ça, tu vois, à l'époque. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, dans mon parcours scolaire, ça a continué comme ça, et ça a été super chaotique jusqu'à la fin. Et je peux dire même que j'ai pas eu un parcours scolaire comme les autres élèves de l'époque, parce que, comme je te disais, j'ai passé ces examens que j'ai réussi finalement, donc je suis passé en secondaire, mais en secondaire, l'exigence était encore plus forte. Le lien que tu pouvais avoir avec les profs, parce que pour moi, c'était super important. Si j'avais pas de lien avec le prof, je me sentais complètement perdu. Tu sais, à l'époque, on avait des profs qui arrivaient encore en blouse, comme ça, très, très dur. Alors parfois, ça me convenait, et d'autres fois, ça me mettait dans un état où j'étais incapable de travailler. Je sortais complètement j'arrivais pas à me concentrer. Donc déjà sensible en fait à ton environnement. Complètement, ouais. Et puis, du coup, j'avais des comportements qui... pas adéquat. Soit je faisais le fou, j'emmerdais tout le monde dans la classe, ou alors je me renfermais complètement, je disais plus un mot. Et puis j'ai passé une année comme ça, j'ai pu passer quand même les échéances trimestrielles, semestrielles. Et puis lors de la 2e année secondaire, j'ai fait que le 1er trimestre et on m'a fait redoubler, donc je me suis retrouvé dans une classe. Et puis j'ai continué mon parcours comme ça jusqu'en 7e année, mais vraiment c'était à chaque fois que j'avais une échéance, je m'y mettais mais une semaine avant. Et puis je faisais pendant une semaine, je bossais à fond et je passais mes ric et rac à chaque fois. Et puis à un moment donné, c'est pas passé. Et je suis donc passé de la 7e année secondaire où on m'a viré de l'école secondaire, je me suis retrouvé en primaire, donc je suis passé de 7e secondaire en 9e primaire. J'ai jamais fait de 8e, moi. Si tu veux, ma 8e, c'était une double 7e, enfin voilà, c'était pas... Et je me suis retrouvé dans une classe avec des élèves qui avaient beaucoup plus de retard par rapport à mon programme à moi, donc quand je faisais des épreuves, une épreuve de maths, d'allemand, même si j'étais pas bon, ça me prenait 10 minutes, un quart d'heure, j'allais poser ma feuille, le prof regardait, me mettait la note maximale, et puis il me disait, bon, attends, il y a encore 1h30 pour tes collègues. Et puis voilà, donc ça a un peu, à ce moment-là, perturbé. Ça t'a décalé. Oui, et puis j'arrivais en fin de parcours scolaire, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas d'envie particulière, j'avais vraiment aucune idée de quel métier je pouvais faire. J'étais quelqu'un de très physique, je faisais beaucoup de sport à l'époque, donc je me disais peut-être un boulot sur un chantier, ça va me convenir, donc j'avais fait un stage. Et puis j'avais fait un stage de maçon. Et puis ça m'a bien plu, parce que j'étais avec une bonne équipe. Et, de nouveau, une relation qui me convenait, les gens qui étaient là et tout, qui me mettaient à l'aise. Et puis au bout de cette semaine de stage, je dis, c'est ça que je vais faire. Donc, puis en même temps, je me débarrassais un peu de ce problème.
c'est bon, j'ai trouvé une voie, je vais aller là-dedans, mes parents arrêteront de me casser les pieds avec il faut trouver quelque chose. Voilà, j'ai trouvé. Et j'ai commencé cet apprentissage, et quand j'ai commencé, je suis entré dans le monde professionnel. Pour moi, c'était une claque monumentale, parce que là, tout d'un coup, je me retrouvais avec... on n'était pas forcément bienveillant avec moi, hein, et puis il n'y avait pas de raison particulière de l'être. Hein. Mais ce monde-là, ça m'a complètement perturbé, donc j'ai même pas fait mes 3 mois d'essai. J'ai fait 2 mois, 2 mois et demi, je suis allé voir le patron, puis j'ai dit non, j'ai 3 mois d'essai, moi je me stoppe là, c'est pas fait pour moi. Et c'est là que tu as commencé à décliner, tu m'as parlé avant quand on se préparait de drogue ou de choses comme ça? Alors avec la drogue, pas tout à fait. C'est pas tout à fait à ce moment-là, mais c'était le tout début, parce que ça c'était le début Je suis parti dans quelque chose où j'avais plus de repères. L'école c'était un repère, et puis tout d'un coup j'arriverais dans ma vie, je ne savais pas ce qui allait se passer devant, avec mes parents qui étaient inquiets, et puis qui ne savaient pas trop ce que j'allais devenir, et puis en même temps moi je prenais toujours un peu plus d'indépendance par rapport à mes parents. Oui. Et puis oui, là c'était pas tout de suite la drogue, mais c'était les cigarettes. Okay. Alors que j'étais très sportif, j'aurais même pu faire une carrière sportive. À l'époque, je faisais du foot et j'étais très bon dans le foot. Oui. Et j'ai commencé de fumer, j'ai commencé de fréquenter aussi d'autres copains, d'autres amis. Dans ces amis, j'avais des amis qui étaient musiciens. J'ai commencé de faire de la musique avec eux, donc j'avais aucune idée. Hein. Je faisais un petit peu de musique, je faisais de la clarinette dans une fanfare. Ouais. Et puis j'écoutais beaucoup de jazz, j'aimais beaucoup cette musique-là, mais c'est ce que mon père écoutait. Et puis à cette époque dont je te parlais là d'apprentissage, j'ai commencé d'écouter de la musique un peu plus Deep Purple, du rock, des choses comme ça. Et puis ça m'a complètement pris. Ouais. Et puis voilà, j'ai trouvé des copains qui avaient les mêmes envies que moi. On a réussi à monter un groupe. Et puis de trouver des instruments, parce que moi j'avais rien du tout. Je savais même pas quel instrument j'allais jouer. J'avais juste un petit peu gratté, à jouer un petit peu de clavier de temps en temps, mais comme ça, tu vois. Chez nous, il y avait un clavier, mais j'osais pas le toucher. Il y avait un orgue que mon père ne voulait pas que je touche parce qu'il avait peur que je le foute en l'air. Et puis on a trouvé... il y avait un batteur, il y avait un guitariste, il y avait même 2 guitaristes, il y avait un gars qui jouait des claviers, mais il n'y avait pas de bassiste. Ouais. Et je dis, je vais prendre ça. Donc j'ai trouvé une basse et j'ai démarré la musique avec ça, et ça m'a complètement emporté. Oui. J'ai découvert là-dedans, dans la musique, quelque chose qui tout d'un coup, ça m'ouvrait un monde, quelque chose d'extraordinaire. Puis qui te met aussi dans un groupe, quelque part. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc de nouveau, un lien, une relation autour de moi de confiance, où je me sentais bien, où tout d'un coup, tu crées un truc et tu pars comme ça en équipe, c'est juste extraordinaire. Donc je me suis investi à fond là-dedans. Et puis à côté de ça, dans mon parcours scolaire, ça continuait. Donc voilà, il fallait bien que je trouve quelque chose. Donc j'ai un peu triché, j'ai un petit peu, pour pas que mes parents m'embêtent. Il y avait une solution de facilité, c'était de faire l'école de culture générale. Donc tu étais encore à l'école? Alors j'étais sorti de l'école, j'ai fait ce début d'apprentissage que j'ai laissé tomber. Mon père m'a trouvé du travail dans la semaine qui suivait, donc je suis allé travailler comme vendeur, un peu à droite à gauche, des petits boulots comme ça. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans cette école. Donc, et cette école, au bout de ce parcours scolaire-là, tu avais la possibilité de travailler soit dans le médical en tant qu'infirmier, d'infirmier ou choses comme ça, ou alors dans le social, éducateur ou ce genre de travail-là. Puis ça m'intéressait pas mal. J'ai pas vraiment une idée de ce que c'était, mais je me disais, tout d'un coup, je peux faire ça. Mais en réalité, la musique prenait toujours plus de place chez moi. En plus, j'ai découvert que dans ma famille, il y avait des musiciens professionnels. Donc j'avais 2 oncles, enfin 2 cousins, qui étaient musiciens professionnels, que j'ai revus à cette période-là, qui m'ont suivi, qui ont vu que j'avais des capacités, qui m'ont pris un peu sur leur aile, et donc c'est vraiment des professionnels. Donc je suis rentré encore un peu plus fort dans ce monde-là, et en même temps que je suis entré dans cette école, en fait j'ai fait 6 mois dans l'école, mais j'y suis allé, je pense, 2 mois en tout. 4 mois, j'y allais pas. Ouais. Et j'arrivais à tricher pour que ça se voit pas. Enfin, je trouvais chaque fois un subterfuge pour
des excuses. Alors, ça a tenu quelques mois, puis au bout d'un moment, j'ai été convoqué par le directeur qui m'a dit, mais il y a un truc qui ne joue pas. Ouais. On a plein de billets d'excuses, de trucs que tu as fait, mais on ne comprend pas pourquoi tu es autant malade. Puis là, je me suis dit, allez, je pose le truc, et je lui dis, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, l'école. Moi, je veux faire de la musique, mes parents ne veulent pas que je fasse de la musique, mais moi, je veux faire de la musique. Et puis, du coup, j'ai décidé de stopper cette école, donc branle-bas de combat chez mes parents, c'était... Et j'ai eu de la chance. Est-ce que c'est dans la musique qu'il y a eu cette... alors, on parle de drogue, mais ça peut être plein de choses différentes, plus ou moins léger, plus ou moins dur. C'est dans la musique. C'est dans la musique. Oui, dès qu'on a commencé, forcément, on était confronté à ça assez rapidement. Assez rapidement, on a commencé de fumer quelques joints, et puis ça fausse un peu les choses, mais tu t'en rends pas compte à ce moment-là. Et puis, tu es dans le groupe. Et puis tout le monde s'entraîne les uns les autres. Hein. Ça commence par un ou deux petits pétards, une ou deux bières, et puis ensuite un petit whisky, et puis on avance gentiment comme ça. Mais après, je suis passé très très vite de ce monde amateur ou débutant à quelque chose de professionnel. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé dans ses cousins étaient en train de préparer une grosse tournée, et ils avaient un problème avec un de leurs musiciens, donc un clavier. Puis il se trouvait que moi, dès que j'avais 2 minutes, j'allais les voir, j'allais voir toutes leurs répétitions, j'allais voir comment ils travaillaient, j'allais manger avec eux, je passais tout mon temps libre avec eux, et puis je connaissais tous les morceaux. Je les connaissais par cœur, parce que quand ils allaient manger, souvent, je restais dans le studio, parce que comme ça, je pouvais aller jouer, je pouvais tester les matériels de fou. Pour moi, c'était juste extraordinaire de découvrir ça. Ouais. Et puis j'ai appris les morceaux par moi-même. Puis à un moment donné, c'est venu comme une évidence pour mes cousins, en disant, mais on prend Philippe. Elles me l'ont proposé, alors bien sûr, moi j'ai sauté au plafond, j'ai dit oui, bien sûr, ça m'intéresse, mais mes parents, je ne sais pas s'ils vont être d'accord. Ouais. Alors comme c'était la famille, c'était négociable, mes parents ont été d'accord d'entrer en matière, et puis je suis parti avec eux, et puis là c'était une claque. Ouais. Je suis entré dans le monde professionnel de la musique, donc c'est encore tout autre chose. Une grosse tournée avec des centaines de collaborateurs, des milliers de personnes à chaque concert. Donc j'étais d'abord, j'ai fait quelques concerts dans le nord de l'Europe, puis ensuite je suis parti en Afrique, au Maroc, où on a été engagé par un grand chanteur marocain, quelqu'un de très connu là-bas à l'époque, et puis qui faisait une énorme tournée dans le Maghreb. Ouais. Et puis moi j'ai participé à ça, donc je me suis retrouvé avec une trentaine de musiciens. Donc il y avait un groupe, donc le noyau du groupe dont je faisais partie, puis autour de ça, il y avait une section de cuivre, il y avait des danseurs, il y avait des danseuses, il y avait toute une organisation incroyable, une scène énorme, des salles, il n'y a pas une salle de moins de 10 000 personnes. Ah ouais, énorme. Énorme, donc je passais dans un truc, et c'était la première fois que je sortais de Suisse sans mes parents. Donc je me suis retrouvé dans un pays où la culture est complètement différente, et puis très vite livré à moi-même. Oui. Parce qu'au départ, j'étais un peu c'est mes cousins qui me protégeaient comme ça, et puis au fur et à mesure, le travail doit se faire, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de trucs qui se passent là-dedans que je ne connaissais pas du tout. Moi, rien que de débarquer dans le monde adulte, c'est une chose, mais quand tu arrives dans un business comme celui-là, où tu découvres tout, la drogue, le sexe, enfin et tout à l'extrême. En fait, tout se mélange. Oui, complètement. Il y a des trucs hyper positifs, des choses un peu plus lourdes, et puis toi, tu es au milieu de tout ça, avec ta sensibilité que tu découvres un peu plus tard. Et ça m'a fracassé. Parce qu'à un moment donné, dans la tournée, je me suis senti complètement abandonné, et j'ai été pris en charge par des musiciens qui étaient plus âgés, qui trouvaient que c'était pas normal que je sois là, comme ça, si peu accompagné. Et puis en fait, c'est eux qui m'ont... Philippe, tu sais, les tournées, j'en ai fait des centaines, ça n'a jamais été comme ça. Et puis ça me rassurait. Il se passait plein de choses, et puis moi, je n'étais pas concerné par ça, mais ça concernait mes cousins. Et puis moi, souvent, j'étais entre deux, enfin, c'était très, très compliqué. Et quand je suis rentré avec un boulard comme ça, quoi. J'avais vécu un truc qui était juste extraordinaire. J'ai raconté des milliers de fois. Et ce boulard, ça m'a aussi complètement faussé.
T'as fait comment dans ce moment-là pour tenir entre ces grosses scènes et ce côté des addictions qui, j'imagine, te fait un peu de l'œil? T'as fait comment pour gérer ça? Je ne sais pas comment j'ai fait pour gérer ça. Alors je fumais beaucoup, hein. Ouais. Je fumais beaucoup et puis du coup, je fuyais. Et puis je pense que c'était... c'est peut-être là que j'ai commencé à comprendre ce mécanisme de fuite, mais que j'ai fait qu'entretenir plus tard. Et toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Parce qu'en fait, je suis sorti de ce groupe ensuite quand je suis rentré, parce que pour moi c'était trop. J'ai compris aussi que au niveau technique, musical, j'avais beaucoup de choses encore à apprendre. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une école, quelque chose où je peux apprendre la théorie musicale, la rythmique, toutes ces choses que je connaissais, mais vraiment de façon autodidacte. Ouais. Mais j'avais pas de théorie musicale, j'avais rien du tout. Donc j'ai travaillé un peu avec des musiciens le long de la tournée comme ça, où ils m'expliquaient un peu des trucs. Puis dans la tournée, je suis tombé sur deux musiciens qui venaient de Berne, qui étaient deux gars super, qui étaient professeurs à l'école de jazz à Berne. Et j'ai préparé l'examen avec eux. Et puis je suis entré à l'école de jazz à Berne. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Mais il fallait qu'à côté je travaille aussi. Donc quand j'avais du boulot dans la musique, ça me permettait de lier les deux, mais j'ai pas eu beaucoup de travail dans la musique. Et il a fallu que je trouve du boulot. Donc j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche. Mais en même temps, je suivais les cours de l'école de jazz. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qui me convenait, parce que d'arriver au bout de cette école, ça me donnait un paplard. C'est ça que j'attendais, en fait. Je le faisais pas pour moi, je le faisais pour mes parents. D'arriver, de pouvoir dire, maintenant j'ai un diplôme, je vais enseigner la musique. Puis je me suis posé, mais c'est ça que tu veux faire? Tu veux enseigner la musique? Non, j'ai pas envie d'enseigner la musique. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie de mettre plus d'énergie que ce que j'en ai mis là, maintenant, dans cette école, pour arriver à ça, alors que c'est pas ça que je veux. Mais je savais toujours pas quel métier je voulais faire. Et à l'époque, j'habitais à Genève. J'ai habité 4 ou 5 ans à Genève. Et là, j'ai fait beaucoup de petits boulots à droite à gauche. Ensuite, je suis parti à Zurich. Et quand je suis parti à Zurich, j'ai continué de faire des petits boulots aussi à droite à gauche, mais c'était beaucoup plus difficile. Puis là, j'ai eu une période, donc ma compagne habitait à Zurich. Moi, je suis revenu dans le Jura, donc ma compagne était jurassienne aussi, hein. Mais elle travaillait là-bas. Donc du coup, moi, j'ai décidé de rentrer dans le Jura, de trouver du travail dans le Jura. J'ai trouvé du travail dans le Jura, j'ai retrouvé des amis, et puis j'ai retrouvé des amis qui avaient aussi évolué, mais qui avaient évolué aussi dans le domaine de la drogue, et qui touchaient à d'autres produits. Et moi, je me suis senti, à l'époque, c'était intouchable. Je pouvais prendre ces produits-là sans problème, toucher à l'héroïne, la cocaïne, les extasies, j'ai touché à plein de choses comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis laissé prendre dans l'héroïne. Donc, je fumais l'héroïne, c'était très très violent. Ça me mettait dans des états incroyables. Et puis surtout, il y a tout autour de moi qui se cassait la gueule. Ma copine est partie, je ne trouvais plus de travail, j'avais plus d'argent, j'avais des soucis avec mes parents, j'avais des soucis avec mes frères, j'avais des soucis avec tout le monde. Comme j'étais un grand sportif, tout le monde chez moi me connaissait comme ce sportif et tout d'un coup me voyait complètement décliner. Donc je voyais aussi autour de moi tous les gens qui me regardaient bizarrement. J'avais plus que des copains autour de moi qui étaient dans ce milieu-là. Donc j'allais me ravitailler jusqu'à Zurich tous les 2-3 jours. Je prenais le train, parfois sans billet, avec des angoisses pas possibles, dans des états de manque. En fait, c'était juste horrible. J'ai passé... ça n'a pas duré très très longtemps, mais ça a été une année comme ça, très très forte. Et puis à l'époque, j'avais un ami très très proche qui est décédé, mais pas décédé du problème de drogue, bien qu'on en prenait ensemble. Mais il a eu un souci de santé, il est décédé, et puis ça m'a amplifié encore l'envie de prendre des produits, donc vraiment tout anesthésié. De fuir complètement ça, et puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans un trou noir monumental où j'avais qu'une envie, c'était disparaître. Donc je suis arrivé à un point où je me suis dit, maintenant, soit je disparais, donc je me suicide,
soit je fais quelque chose. Et c'est là le début du reste de l'histoire, parce que là j'arrive dans quelque chose de très très profondément noir, et tout d'un coup là je me dis bon maintenant, j'avais un précipice devant moi, mais sérieusement, j'avais qu'à passer une barrière, je me mettais dans le précipice et tout était terminé. T'avais quel âge là? J'avais 28 ans. Le moment le plus sombre, vers 28 ans. Ouais. 28, 29, pas loin de la trentaine. Ouais. Et au moment où je me suis dit, tu vas passer la barrière et tu vas sauter, je vois le visage de ma maman. Et quand je vois le visage de ma maman, je me dis, mais ça c'est le pire truc égoïste que je puisse faire. Là je vais partir moi, ok, mais je les laisse tous. Je laisse ma mère, je laisse mon père, je laisse mes amis, mes frères, enfin c'est pas possible. Pas faire Donc ça. de ta tête, tu étais prêt à passer à l'action. Ouais. Puis d'une seconde à l'autre, j'ai dit non, je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais faire? Puis je me suis dit, la première chose que je vais faire, c'est rentrer à la maison, demander à toute la famille, donc j'ai 2 frères, mes parents, de se réunir dans le salon. Et voilà, j'ai dit, voilà, je vous réunis, j'ai un truc à vous dire. J'ai été aussitôt, pendant cette période de toxicomanie, ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais j'ai été suffisamment malin pour masquer ça. J'avais quand même toujours du travail, j'arrivais quand même toujours à me dépatouiller, même si j'ai des périodes où tout d'un coup ça allait pas, j'avais quand même toujours de la ressource. Donc j'arrivais à masquer pas mal de choses, mais les gens voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis ma famille proche voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais ils pensaient que j'étais malade, que j'avais une maladie, alors c'en était une, mais c'était peut-être pas celle qu'ils pensaient. Et puis du coup, ben voilà, j'ai réuni la famille et j'ai expliqué, j'ai dit, ben voilà, ce comportement que vous voyez, ben c'est, voilà, je prends de la drogue, je touche à des choses que j'aurais pas dû faire, et puis là, ben, maintenant je suis pris complètement là-dedans. Quand j'en ai pas, je suis dans un état de manque qui est absolument épouvantable, et c'est physique, c'est psychologique, c'est très très dur à vivre, et là j'en ai marre. Donc j'ai décidé de faire quelque chose et je commence par vous le dire à vous et qu'on soit clair. Et puis ma maman m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Puis moi je lui ai dit, mais vous pouvez rien faire pour moi, juste être là. Je crois que celui qui peut faire quelque chose, c'est moi. Et puis je pense que la première chose que je vais faire, c'est appeler. J'avais vu qu'il y avait un numéro, il y avait à l'époque la Ligue contre les toxicomanies, à Delémont, et je me suis dit, je vais faire ça, le premier pas, c'est ça. Donc j'ai appelé, je suis tombé sur un type extraordinaire. Et quand je suis allé parler avec lui, tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait une possibilité de nouveau souffler. Oui. Puis j'ai mis en place avec lui quelque chose avec lui et l'aide d'un médecin aussi qui était tout aussi extraordinaire. Donc un suivi pour sortir petit à petit de cette addiction, et puis de comprendre d'où venait cette addiction. Alors ça c'est encore une autre chose, mais ça m'a permis vraiment de me poser, et puis de me débarrasser dans un premier temps de ce produit avec un autre produit. J'avais de la méthadone, mais à très très base, il y a un très bas niveau. Mais je m'étais obligé à aller la chercher tous les jours à la pharmacie, c'est-à-dire que je n'avais pas demandé qu'on me la livre ou que j'ai mes doses de toute la semaine, tu vois, ça j'aurais pu le faire. Je dis non, j'irai tous les jours la chercher. Donc tous les jours j'allais, et tous les jours j'avais honte, parce que je connaissais tout le monde. Et tu sais, quand tu allais chercher ta méthadone, le pharmacien te voyait, tu passais derrière, tu prenais ton petit truc, après tu repartais, tout le monde savait ce que tu allais faire. Et les pharmaciens, tu changes de pharmacie à chaque fois, enfin c'était caché sans être caché, quoi. Sans le cacher, et c'était très très dur pour moi. Et j'ai réussi une première fois à sortir du produit. J'ai tenu 2 ou 3 mois, mais j'avais toujours autour de moi plein de gens qui gravitaient, et puis ça a créé pas mal de jalousie. Et puis un jour, j'ai un copain qui est venu, qui a sonné chez moi. Il dit, écoute, je suis en train de travailler juste à côté, c'est ma pause, je peux boire un café chez toi? Ouais, viens. Il s'est installé, il a bu un café, il m'a sorti tout ce qu'il fallait. Fumer et tout ce que tu veux, mais serre-toi. J'ai dit, non, je touche plus à ça. Au moins un petit joint. Ouais, ok, de taf. Et puis après, hop,
petite ligne, un petit machin. Ce qui est fou, c'est que là, tu ne sais pas encore que tu es hypersensible à ce Non, moment-là. j'ai encore pas compris ça, je ne sais pas. Tu as vécu longtemps Ouais. sans savoir. J'ai eu tout ce parcours-là sans comprendre ce qui m'arrivait, sans comprendre pourquoi j'avais eu ce besoin-là. L'hypersensibilité, pour moi, ça n'existait pas. Pour moi, c'était même un mot, ça n'a aucun sens. Sensible, ok, hypersensible. Oh. Je ne m'intéressais pas du tout à ça. Ouais. Et puis voilà, quand j'ai avancé dans mon... je suis tombé une première fois, une deuxième fois, j'ai refait tout le processus en mettant des barrières à la fin, en disant avec ces deux personnes qui étaient vraiment extraordinaires, en disant quand tu vas sortir de ça, on va faire ça, tu vas trouver du travail. Et j'ai trouvé du travail physique, quelque chose que j'avais, qui n'était pas intéressant du tout, mais qui était physique, qui m'obligeait à... C'était des longues journées, je travaillais 11 heures, 12 heures par jour. Donc je me suis remis dans quelque chose de très très dur. Et puis voilà, j'ai continué mon petit parcours de chemin en faisant des petits boulots à droite à gauche, en allant toujours un petit peu mieux, en ne touchant plus le produit, mais en substituant ce produit avec de l'alcool. Donc là, on arrive dans un truc encore plus pervers, parce que l'alcool, c'est tous les restaurants, où je sortais pas mal, j'avais plein de copains dans les bistrots, on buvait l'apéro, et puis je suis reparti dans le processus, puis à un moment donné, je me suis dit, mais stop, on arrête ça. Ouais. Je pense que toi, quand tu avais autour des 30 ans, on ne parlait pas énormément. Non, absolument pas. C'est ça. Non, et puis même dans l'éducation, c'est des choses... Donc, un homme ça pleure pas, un homme c'est ceci, arrête de te plaindre, maintenant il faut y aller, enfin voilà, tu vois, c'est plutôt ce discours-là. Ouais. C'est pas du tout... Puis même, je veux dire, oui, même dans le sport, dans le foot, tu vois, même dans le foot, j'étais gardien de but, j'étais pas joueur, j'étais celui qui était à part, pas le même rôle que les autres. Et puis justement, il y a aussi toute une part là-dedans de sensibilité dont je ne me rendais pas compte. C'était assez... Oui, pour moi, c'est pas normal. Donc c'est vrai que les 20 ans de différence qu'on a, ça peut quand même jouer un grand rôle par rapport à ton hypersensibilité. Tout à fait. Parce que toi, tu découvres seulement vers 50 ans. Ouais. Moi, je le découvre vers 50 ans. En fait, je le découvre à une période de ma vie où j'ai trouvé pour mon métier, que je fais encore actuellement. Je découvre le métier d'éducateur, un truc extraordinaire. Je fais un concert à Porrentruy, dans mon canton. À Porrentruy, je n'y vais pas souvent. Puis là, je fais ce concert, puis je me dis, mais tiens, c'est une belle ville, la semaine prochaine, il faut que je vienne me promener là. La semaine suivante, je vais me promener, et je passe devant une institution qui est bien connue dans le canton. Et puis là, je me dis, waouh, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé faire quand même. Puis c'est vrai que plusieurs fois, j'avais pensé à ça. Je me dis, voilà, je rentre, et puis on verra bien, je vais me renseigner, quoi. Et j'entre, et il n'y a pas de secrétariat, il n'y a personne, je rentre dans ce truc, tout d'un coup, il y a un type qui arrive, qui me dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je dis « Écoutez, ce métier m'intéresse, mais j'aimerais avoir des renseignements, et ah bon, ça vous intéresse ?» Je dis « Oui, j'aimerais bien savoir par quel chemin il faut passer par là. » Puis le gars, il me dit « Écoutez, venez, on va discuter. » Puis en fait, je me rends compte que c'est le responsable éducatif, c'est pas le directeur, mais le responsable éducatif. Et puis je parle une vingtaine de minutes avec lui, puis au bout de 20 minutes, il me dit « Mais... demain matin à 7h, vous pourriez être là ?» Je dis oui, demain matin à 7h, je suis là. Peut-être à 7h10, 7h15, je pars en courant, j'en sais rien, mais j'aimerais bien essayer. Et en fait, le lendemain à 7h, j'étais là et je suis resté 6 ans là-bas. Et j'ai découvert un métier qui me convenait parfaitement. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que j'étais hypersensible. Le premier mot dont je me souviens, parce que j'avais une très bonne connexion avec le directeur, qui m'a appris beaucoup de choses, et puis dont je lui dois beaucoup. Une des premières choses qu'il m'avait dit, quand il me parlait de mes qualités, il m'avait dit « Mais toi, tu as un truc super, c'est que tu as beaucoup d'empathie. » Alors, il me dit « Mais empathie, je sais, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ?» Donc je suis rentré chez moi, je prends un dictionnaire, j'ai regardé, empathie, ah, j'ai ça moi. Et puis dans mon parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque fois, donc là j'étais dans une institution pour des personnes en situation de handicap mental, lourdes,
et légère, et adulte. Et j'ai commencé à travailler dans le polyhandicap d'abord, et puis ensuite, bon, toutes sortes d'autres handicaps. Et je me suis rendu compte très très vite, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils m'ont engagé, hein, sans diplôme, c'est que plus il y avait de crises chez les personnes, et plus les crises étaient fortes, plus j'avais un espèce de pouvoir de calmer la personne et de pouvoir faire sortir la personne de la crise sans comprendre rien du tout. Ouais. Donc la première fois que ça m'est arrivé, je travaillais avec 4 ou 5 collègues. Il y a un de nos résidents qui est en pleine crise, qui est en train de tout casser dans sa chambre. Elle m'appelle, on ne peut rien faire. Je travaillais avec 4 collègues féminines. On ne peut rien faire, on a peur. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Moi, j'entre dans cette chambre, je vois le gars qui est en train de fracasser et tout. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends une veste, je lui dis, écoute, mets ta veste. Mets ta veste, on va aller se promener. Et on part. Et pendant ce temps-là, c'est le branle-bas de combat, on appelle le directeur rentre de chez lui, revient de chez lui pour gérer le truc. Mais moi, je sors avec cette personne et je parle avec lui. Et on fait quelques centaines de mètres. Et au bout d'un moment, il est toujours en crise. Hein. Il crie, il n'est pas content, enfin, voilà, on ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Et puis tout d'un coup, il se calme. Et puis là, je reviens à l'institution. Et au moment où j'arrive à l'institution, je tombe sur le directeur, il me dit, Philippe, super, je prends la suite, je te laisse aller. Et puis voilà, ça c'était le début. Puis je me suis rendu compte, en fait, dans les 5 ou 6 années que j'ai passées là-bas, ben, souvent, quand il y avait des situations comme ça, Philippe, viens nous filer un coup de main. Et puis ben, j'arrivais avec beaucoup de facilité. Tu as une sorte d'énergie, en fait, qui apaise les gens. Ouais, mais je ne comprenais pas, Je suis devenu papa aussi à cette période-là, donc ça a complètement changé ma vie aussi. Ouais. J'ai un petit garçon fantastique, maintenant 20 ans. Ouais. Et puis ça, c'était aussi un moment merveilleux, mais qui n'était pas simple. J'ai continué de travailler, j'ai changé de travail à un moment donné parce que j'ai fait un premier burn-out au bout de ces 6 ans. J'ai fait un premier burn-out parce que voilà, je m'investissais tellement dans mon travail. La venue de mon fils, les difficultés que j'avais à l'époque, j'avais pas mal de difficultés financières qui traînaient depuis ma période de toxicomanie, qu'il fallait régler. Moi, tout ce qui est administratif, c'est une catastrophe, c'est presque une angoisse quand je dois affronter ces choses-là. Et puis là, ben, à un moment donné, ben, j'ai pété un câble et j'ai tout posé. Je ne pouvais plus. Ouais, en fait, tu étais dans une vie de nouveau très positive, mais avec des restes un peu du passé. Exactement. Puis tu avais besoin de tout liquider. Oui, et puis de comprendre aussi pourquoi, à un moment donné, j'avais plus d'énergie, plus rien du tout, qu'est-ce que c'est que ça. Et puis je continue, alors je m'en sors, je m'arrête quelques semaines, et puis je continue, je trouve un autre job. Dans cet autre job, c'est un petit peu différent de ce que je faisais la première fois. Je travaille avec des enfants avec des comportements particuliers, aussi beaucoup de facilité. Je fais 4 ou 5 ans, là je fais pas seulement l'éducateur, mais je fais aussi le veilleur. Donc, et dans cette institution-là, j'ai encore toujours pas de diplôme, hein. Donc je ne suis qu'un remplaçant, j'ai pas forcément... je découvre ce métier, je chope un peu des compétences, puis j'avance, puis à un moment donné, je trouve un job qui me convient parfaitement, parce que là, il y a une liberté, on nous laisse un peu plus de liberté à l'intérieur de l'institution, et je peux créer quelque chose qui touche à la musique, qui touche à ce que j'aime. Donc je peux créer des ateliers, je peux faire du théâtre, je peux faire de la musique, je peux faire tout un tas de trucs. On organise souvent des fêtes, on fait beaucoup de choses, on s'investit à fond pour faire connaître cette institution qui est toute neuve. Et puis je m'investis, et je fais un burn-out, et puis j'en fais un deuxième, et puis j'en fais un troisième, et puis le troisième, je dis stop! Fini, terminé, je me pose et maintenant je m'arrête et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et quand je me suis posé, à ce moment-là, j'avais une amie qui est encore là, une amie extraordinaire, qui m'avait parlé d'une médium aux Pays-Bas.
Plusieurs fois, elle m'a dit, mais peut-être ça peut te faire du bien. Puis bon, c'est pas question de... Ah, je connais pas ça, ça me plaît pas, je sais pas où on va. Ouais. Et puis là, elle me téléphone, elle me dit, écoute, elle savait que j'allais pas bien, on va manger ensemble. Je dis, ok, d'accord, je sors de mon trou. Parce que quand ça va pas, c'est... Je m'enferme. Et ça, je l'ai fait plein de fois. Et je m'enferme. Personne ne m'attend. Ouais. C'est-à-dire que même mes parents peuvent me téléphoner, je ne réponds pas. T'es dans ta grotte, quoi. Complètement. Ouais. Et ça peut durer un moment. Et alors, mes proches me connaissent, mais dans le travail, c'est la même chose. Pas de nouvelles, rien du tout. Enfin, je me renferme complètement. Et je reste complètement dans ma bulle jusqu'à ce que je retrouve un peu d'air et puis que je retrouve le courage de ressortir de ça. Puis là, je sors de ma grotte pour aller la voir. Et puis là, quand elle me voit, elle me dit, Philippe, c'est pas possible. Tu ne peux pas rester dans cet état-là, il faut faire quelque chose. Et puis, c'est même pas elle qui m'a parlé de cette médium, c'est moi qui dis, mais tu m'as parlé d'une médium. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait faire? Elle me dit, Philippe, essaye, tu verras bien ce qui se passe. Elle est aux Pays-Bas, et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille aux Pays-Bas. Elle me dit, non, 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 il me suffit juste d'une photo. Ouais. Je lui ai envoyé une photo, elle va me renvoyer quelque chose, elle me dit, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est une amie, donc ça m'a mis en confiance. Tu peux vraiment faire confiance, il me faut juste une photo, et on verra. Et d'ici 2-3 semaines, tu auras un retour. Ça sera hollandais, donc il faut le temps que je traduise, et puis ensuite, je te ramène ça. Donc j'ai passé 3 semaines à attendre ce truc, mais vraiment impatiemment. Et puis dans cette période-là, moi quand j'allais pas bien, je me renfermais, mais aussi un truc qui était vital pour moi, c'est marcher. Donc quand je sortais, c'est forêt et marcher. Et j'ai marché des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, réfléchi, pensé. J'ai commencé de m'intéresser à la méditation. Je me suis dit, mais peut-être la méditation, c'est un truc. Ouais. Donc j'ai commencé avec ça. Et j'ai commencé à 50 ans aussi ma formation. Et dans ma formation, j'ai croisé quelqu'un, une enseignante, qui était hypnothérapeute, mais qui était aussi un peu médium. Et elle a tout de suite senti quelque chose chez moi. Et ça m'a aussi conforté dans cette démarche. Oui. Parce que tout d'un coup, j'avais quelqu'un en face de moi qui me disait des trucs et je me disais, mais comment est-ce qu'elle peut savoir ça? Ouais. Comment est-ce qu'elle confirme? Oui, ça confirme. Et puis, c'est intriguant. Et puis, un peu comme toi, je suis en confiance. Je parle, je me livre, je me sens bien. Et puis, je reçois des choses où tout d'un coup, ce qu'on me renvoie, c'est pas l'image que moi j'ai de moi. Ouais. Et on me renvoie ça. Et donc, quand cette personne-là était aussi importante parce qu'elle a fait le même chemin que cette médium, en fait, parce que le retour que j'ai eu de cette médium, ça m'a mis une claque monumentale. C'était très bien fait, parce que d'abord, la première partie, ça me concernait vraiment moi, complètement moi, qui j'étais là, maintenant, et personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir qui je suis. Et elle est des centaines de kilomètres de moi. Elle ne m'a jamais croisé, elle ne sait pas qui je suis. Ouais. Enfin, donc à partir de là, tu es vraiment sur une belle lancée. Là, tout d'un coup, il s'ouvre quelque chose. C'est ça. Et je le sens, au niveau de l'énergie, je sens qu'il y a quelque chose qui repart, que c'est comme une nouvelle vie, un nouveau truc. Et puis depuis, tu es toujours dans cette nouvelle vie positive. Oui. C'est ça. Je suis toujours dans cette nouvelle vie positive. Alors, en fait, ça fait que s'amplifier cette positivité, parce que là, j'ai compris ce que c'est. Je me suis intéressé à l'hypersensibilité. Ouais. À un moment donné, j'avais autour de moi des gens qui me diagnostiquaient, tu vois. Ils disaient, mais toi, t'es ça. Ouais. Toi, t'es autiste. Ouais. Toi, t'es ceci, t'es ça. Puis moi, je ne me trouvais jamais là-dedans. Je dis, oui, j'ai des côtés autistes, c'est des traits... oui, mais on a quasi tous, quoi. On a tous un peu de notre côté autiste. Le fait d'être un peu dans sa grotte. Exactement. Des choses comme ça. Et puis, quand on m'a parlé d'hypersensibilité, tout d'un coup, ça clac, ça s'est ouvert. Ouais. Et puis, ce que m'avait renvoyé aussi cette médium, les messages que j'ai reçus,
ça m'a ouvert aussi une dimension spirituelle. Alors, j'ai toujours eu un côté spirituel, ça c'est important. J'avais un lien avec une grand-mère, une de mes grand-mères qui était très très croyante, les deux grand-mères étaient très croyantes, mais avec une j'avais plus de liens par rapport à ça. Et j'ai toujours eu un accès à ça, sans vraiment m'en rendre compte. Puis tout d'un coup c'est devenu important. Je me suis dit, ah là il y a un truc, mais un truc qui me fait du bien. Ouais. Et la méditation, donc, quand j'ai commencé à faire la méditation, c'est justement cette enseignante qui m'a initié à ça, donc qui m'a donné deux, trois, je ne savais pas trop comment faire au départ. Toi, la méditation, qu'est-ce que c'est? Tu lis des trucs, tu regardes des vidéos, mais en fait, il y a plein de choses différentes. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas? Puis elle, ce qu'elle m'avait transmis, elle me convenait parfaitement, donc j'ai commencé de faire ça régulièrement. Je me suis rendu compte que dans la régularité, c'est pas tellement le temps que tu passes à faire ça. Hein. C'est surtout d'être régulier, tu crées ta petite routine, tu te rends compte que cette petite routine que tu te crées, elle t'amène quelque chose, que tu évolues. Dans cette évolution, tu te rends compte qu'en fait, toutes ces addictions que tu as autour de toi, petit à petit, tu n'en as plus besoin, mais tu t'en rends même pas compte. C'est qu'au fur et à mesure que tu avances, tu n'as plus besoin de ça. Ouais. Et j'ai plus besoin de ça. Et de temps en temps, tu te poses, et tu dis, waouh, j'ai plus besoin de ça. C'est ça. Et j'ai plus besoin de ce truc-là. Et du coup, comme tu es en train de changer, que tu es en train de comprendre cette hypersensibilité, et puis te dire que cette hypersensibilité, finalement, ça t'amène des choses extraordinaires. Tu as une perception des choses qui est juste fantastique. Ouais. Pourquoi j'allais dans la nature? Pourquoi ce besoin? Je ne me suis jamais posé la question, et j'en ai crapalité, hein, des kilomètres et des kilomètres. Juste la nature, moi j'observe, j'écoute, je me pose. Ça te recharge. Ça te recharge. Il y a aussi un côté, aussi dans ta tête, hein, ça ne se passe pas la même chose. Oui. Les idées ne se bousculent pas de la même manière. Tout d'un coup, il y a un truc qui te vient, et là, tu t'ouvres à quelque chose d'incroyable. Et du coup, toi aussi, ta personne, elle devient lumineuse, quelque part. Parce que tu as une aura qui touche les gens autour de toi, et puis tu te rends compte qu'en fait, tu peux avoir un impact sur les gens. Et ça, je l'ai découvert dans ma formation. Parce que dans ma formation, je me suis retrouvé avec une classe fantastique. On a été vraiment une classe extraordinaire. 16, 17, 18 adultes. Et là, on échange. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai un bagage incroyable. Ouais. Que tout ce que j'ai vécu, c'est juste un bénéfice incroyable pour ce métier-là, pour ce que je suis en train de faire. Ouais. Et il me le renvoie. C'est ça. Et du coup, c'est waouh, il se passe quelque chose. Et puis tu sens que tu ne peux pas revenir en arrière. Non. Quand tu es dans cette énergie positive, tu n'as surtout pas envie. Surtout avec ton passé un peu chargé, quand même. C'est ça. Alors de temps en temps, tu as un... Oui. Parce que c'est la vie. Tout d'un coup, un truc qui vient juste te rappeler, ou tu peux avoir un petit moment d'égarement, comme ça, ou on va te laisser un petit peu plus à faire la noce de temps en temps, et puis tu dis, mais après coup, tu dis, mais... T'arrives quand même à rester dans la lumière, à quelque part. Oui, mais parce que c'est ça qui fait du bien. C'est ça. Quand tu analyses les choses, tu dis, mais là, je suis bien. Là, je retrouve des trucs, même si c'est pas complètement exagéré, même si c'est un petit moment comme ça, des trucs que j'ai plus envie. Oui. Et puis petit à petit, ça se monte comme ça, et puis tu arrives dans des choses... Voilà, après j'ai rechangé de travail, j'ai travaillé avec des enfants, il se trouvait que dans ce travail-là, j'étais aussi super efficace, alors que j'ai pas de titre particulier, alors j'ai fait un diplôme, je suis assistant socio-éducatif, voilà, c'est un petit diplôme, j'ai juste validé en fait les acquis des quelques années que j'avais fait, enfin quelques années, ça fait plus de 20 ans maintenant, hein, oui. que je fais ça. Et à un moment donné, je me suis dit, là, ça commence de nouveau de m'épuiser. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Et je me suis dit, maintenant il faut vraiment poser des choses, on va réfléchir. Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui me déplaît? J'ai analysé tout ça, puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie, là, donc ça c'est il n'y a pas très longtemps, hein. Là j'ai 57 ans, donc entre les 50 ans où je fais ma formation et maintenant,
ma vie change complètement. J'ai d'autres envies et plus j'avance comme ça, plus je me dis j'ai envie de travailler dans un domaine où je suis pas forcément que dans l'aide, mais pas forcément dans le handicap. J'ai donné, j'ai fait ma part des choses, mais je me rends compte aussi qu'autour de moi, je peux faire du bien à mes amis, à ma famille, parfois juste en discutant. Ouais. Et puis je regarde des vidéos sur YouTube, et puis je te vois. J'en vois d'autres, hein. Puis je me dis, waouh, ce parcours, c'est super. Ouais. C'est top. Peut-être moi, si je pourrais faire ça. Moi, quand je serai grand, je serai comme Caril. Mais il y a ce truc-là où je me dis, waouh, ça c'est génial. Mais je vois pas trop comment je peux arriver à ça. En tout cas, ça t'inspire. Ça m'inspire, et puis j'ai une envie de partir là, mais je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop comment faire. Puis j'ai un ami qui est hypnothérapeute, qui est un type extra, vraiment extra, qui fait des formations, et puis je le croise dans la rue, et puis je dis, mais tu fais toujours des formations? Oui, je fais ça. Je dis, écoute, ça m'intéresse. Là, je suis à un moment dans ma vie où j'ai vraiment envie. Tu as déjà fait de l'hypnose? Je dis, jamais. Mais c'est un truc qui m'intéresse. Je fais beaucoup de méditation, mais l'hypnose, j'ai jamais testé ça. Puis il me dit, mais écoute, je fais un cours d'auto-hypnose, c'est bien que tu fasses ça avant, et puis après, si tu sens que ça te convient, tu fais une formation. Puis en fait, en faisant le cours d'auto-hypnose avec lui, là, j'ai découvert la puissance de l'hypersensibilité, quand tu l'apprends d'une façon positive. Ouais. J'ai, de cette manière-là, enlevé tous les sacs à dos de culpabilité que je portais, plus les charrettes, et puis je sais pas tout quoi derrière moi, je m'en suis débarrassé. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces comportements que j'avais eus, toxicomanes, les fugues, ou je sais pas tout quoi, tous ces trucs qui me sont restés quand même, et que tu portes, j'étais pas forcément responsable de ça. Ouais. Il y avait des événements qui m'avaient amené à ça. Et cette déculpabilisation, cette découverte de l'hypnose, d'abord de l'auto-hypnose, donc forcément tu le fais sur toi, donc tu découvres. Ouais. Et c'est juste merveilleux. Ouais. Enfin, sans exagérer, parce que je le dis comme ça, on dirait que je vends un truc, mais pour moi ça a été merveilleux. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es toujours dans ce processus-là? Oui. Alors maintenant, je suis en train de me former. Okay. Là, j'ai encore quelques mois de formation avant d'arriver au diplôme. C'est une formation que j'ai de la chance parce que j'ai un super formateur, mais on est aussi un tout petit groupe. Donc, on est 4 ensemble à faire cette formation. Ouais. Et 4 personnalités différentes et avec une énergie de bienveillance et vraiment de respect entre les 5 personnes, parce qu'en fait, on peut inclure le formateur dans ce groupe et on passe des moments qui sont fantastiques. Et j'ai appris mes quantités de choses. Et là, maintenant, je suis sûr, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça. J'ai d'autres projets aussi à côté parce que j'aimerais quand même continuer de travailler avec des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes, mais d'une autre manière. Ouais. Moi, les institutions, maintenant, j'ai donné ma part. Les institutions, c'est grand, ça dépend de tout un tas de choses qui ne m'appartiennent pas. Et moi, je veux maîtriser les choses. Donc, je veux créer quelque chose. Ouais. J'aime le théâtre. Je me suis rendu compte que, en faisant du théâtre et de la musique avec eux, j'ai apporté un truc incroyable et que eux m'apportaient. J'ai passé des moments extraordinaires à faire du théâtre avec eux. Donc, j'ai ce projet-là aussi qui est à côté, de créer vraiment un endroit où je pourrais faire ça avec eux d'une manière qui me convienne, qui ne soit pas quelque chose qui soit très respectueux pour eux, et que ce soit eux qui créent, et pas moi qui crée quelque chose avec eux pour dire on l'a fait. Ouais. Non, que eux soient là, qu'ils puissent créer, mais ça peut s'ouvrir à plein de choses. Et puis que toi tu te respectes dans tout ça, oui. Finalement. Ouais. Ouais. Et puis je pense pas que j'aurais pu me lancer là-dedans. Parce que là, maintenant, je suis vraiment à fond là-dedans. Donc, je me forme. J'ai trouvé un petit travail autre encore. Maintenant, j'accompagne des élèves dans des classes de soutien. Mais ça, c'est pendant un temps. Là, je vais avoir ça jusqu'à cet été, peut-être après encore un temps. Je serai hypnothérapeute à la fin de l'année, si tout va bien. Ouais. Et puis, à côté de ça, dans ce projet-là, je me disais, financièrement, comment je vais faire? Et j'ai eu
un truc extraordinaire, une synchronicité. Avec la même dame cette même amie qui m'a amené vers cette médium. Elle a trouvé pour moi en fait une fondation qui serait prête à créer justement quelque chose avec moi. Donc on est en train de regarder ça là maintenant. Ah, c'est cool. Et puis oui, c'est super cool. Donc c'est vraiment ma vie, à un moment donné, elle a commencé de changer comme ça, de comprendre ce qu'était l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'était chez moi, de quelle manière je la vivais, de quelle manière je l'avais vécu avant, qu'est-ce que ça m'avait amené comme comportement, qu'est-ce qui était... Mais tout ça, c'était utile pour moi parce que j'avais pas le choix. Il y a eu des moments où j'avais pas le choix du tout, où j'étais pas forcément responsable de ça. Puis quand tu découvres tout ça, ben ça te donne quelque chose qui te pose comme ça, et puis qui te permet après d'être à l'écoute auprès des autres. Donc ça commence avec la famille, les amis, des choses comme ça. Et puis après les amis qui te disent mais tu devrais faire ça, quoi. En fait, tu te rends pas compte quand on parle avec toi, il se passe des trucs. Moi, je me rends pas compte. Je parle avec eux, j'échange, et puis tout d'un coup, ça va faire un bien fou. Et puis toi, tu changes au fur et à mesure. Exactement. Et puis tu sens que c'est positif. Ça Exactement. C'est ça. Donc ça en fait tout bien cas, merci beaucoup pour ton partage. C'est un grand plaisir. Pour ton parcours, c'est inspirant. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens J'espère, qui t'écouteront. Merci beaucoup. Mais de rien, un grand plaisir.